La plupart des jardiniers dépensent 80 $, 120 $, parfois 200 $ par saison pour essayer de réparer un sol mort. Ils achètent des sacs d'engrais synthétiques. Ils ajoutent des amendements chimiques. Ils suivent les conseils sur l'étiquette. Et le sol continue de mourir. Voici ce qu'ils ignorent. Un agriculteur nommé Daniel Hargrove, 58 ans, originaire de Lubbock, au Texas, l'une des régions agricoles les plus sèches et les plus appauvries des États-Unis, a transformé 400 pieds carrés de terre végétale craquelée, compactée et presque sans valeur, en un jardin productif en 7 jours. Le coût total de ces matériaux, 2,14 $. Il n'a utilisé aucun intrant synthétique. Il a utilisé un système documenté il y a plus de 3000 ans. Un système consigné non pas dans un manuel d'agriculture, mais dans les Écritures. À la 4e minute de cette vidéo, vous comprendrez le mécanisme biologique derrière ce qu'il a fait et pourquoi la science moderne des sols a maintenant confirmé que cela fonctionne. À la 9e minute, vous obtiendrez des mesures exactes et une méthode d'installation étape par étape que vous pourrez commencer dès aujourd'hui. À la 14e minute, nous vous montrerons pourquoi les habitudes d'arrosage modernes que suivent la plupart des jardiniers détruisent activement l'architecture de leur sol, et comment le modèle biblique corrige tout cela pour moins que le prix d'un repas de restauration rapide. Le sol n'est pas abîmé par négligence. Il est abîmé à cause de ce qu'on nous a dit d'y verser. Ce n'est pas un problème de jardinage, c'est un problème de conception. Deux versets, écrits à des milliers d'années d'intervalle, tous deux décrivant le même mécanisme. Le premier est Deutéronome 11:11. Mais le pays que vous allez traverser le Jourdain pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées qui boit la pluie du ciel. Lisez cela littéralement, pas poétiquement, pas spirituellement. Bois, temps présent, verbe actif. La Terre elle-même est décrite comme un système vivant qui reçoit, retient et traite l'eau venant d'en haut. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'hydrologie des sols. Un profil de sol sain bois. Il attire l'humidité vers le bas à travers des canaux capillaires construits par la matière organique, les réseaux fongiques et l'architecture des racines. Il stocke cette eau en profondeur sous la ligne d'évaporation et la libère lentement vers le haut pour les racines lorsque les conditions de surface sont sèches. Un sol mort ne peut pas boire. Il repousse. L'eau ruisselle sur le sol compacté, emporte la terre végétale avec elle et laisse la surface craqueler quelques heures après le séchage. La terre décrite dans Deutéronome 11:11, montagnes et vallées, terrain variable alimenté par la pluie, nécessitait une structure de sol capable d'absorber et de retenir des précipitations irrégulières. Les rédacteurs bibliques se comprenaient cette distinction. Ils l'ont écrite comme une norme de conception. Le deuxième verset est Proverbe 12:11. Celui qui cultive sa terre aura de la nourriture en abondance. Le mot hébreu utilisé ici, Adama, ne signifie pas simplement la saleté ou la poussière. Il signifie la terre vivante, la couche cultivée, gérée et biologiquement active qui soutient la vie. La même racine dont est tiré le nom d'Adam. Cultiver l'Adama signifie l'activer, ne pas l'empoisonner, ne pas la forcer. Activer la biologie qui est déjà présente. Voici à quoi cela ressemble dans la pratique. Une terre végétale saine contient entre 100 millions et 1 milliard d'organismes microbiens par cuillère à café. Bactéries, champignons, protozoaires, nématodes. Ces organismes décomposent la matière organique, fixent l'azote, solubilisent le phosphore et construisent les agrégats du sol qui permettent à l'eau de s'infiltrer et d'être retenue. Lorsque vous cultivez l'adama, lorsque vous ajoutez de la matière organique, protégez la biologie de surface et cessez de perturber les réseaux fongiques, ces organismes se multiplient. La disponibilité de l'azote augmente, la rétention d'eau s'améliore, la pénétration des racines s'approfondit. C'est cela le mécanisme. Pas de mystère, pas de miracle, de la microbiologie. Le Deutéronome établit la norme. Le sol doit être capable de boire. Les proverbes établissent la méthode. Cultiver la terre vivante, pas la couche minérale morte. Le système à 2 $ que Daniel Hargrove a utilisé à Lubbock a fait les deux. Il a restauré la capacité du sol à boire et il a activé la biologie qui était restée dormante sous des années de compactage et de perturbations chimiques. Nous vous montrerons exactement comment, en commençant par la science, dans la section suivante.
En 1993, des chercheurs de l'Institut Rodal ont achevé un essai sur les systèmes agricoles d'une durée de 30 ans, l'une des études agricoles les plus longues de l'histoire américaine. Leur conclusion était directe. Les sols gérés de manière biologique retenaient 15 à 20 % d'eau en plus par pied cube que les sols gérés de manière conventionnelle, recevant des apports d'engrais synthétiques. 15 à 20 %. Lors d'une année sèche, cette marge fait la différence entre une récolte et un échec. L'Université de Californie à Davis a publié une étude de terrain distincte mesurant la stabilité des agrégats du sol, l'intégrité structurelle des particules de sol, dans des parcelles traitées avec un paillis de surface organique par rapport à un sol nu et labouré. Les parcelles paillées ont montré une stabilité des agrégats supérieure de 40% après une seule saison de croissance. Des agrégats stables créent des espaces poreux. Les espaces poreux permettent l'infiltration de l'eau. Sans eux, la pluie frappe la surface et ruisselle en quelques minutes. Le mécanisme physique s'appelle la tension capillaire. Les molécules d'eau sont polaires. Elles adhèrent aux particules de sol et les unes aux autres. Dans un profil de sol sain, avec une matière organique adéquate, cette adhésion crée une colonne continue d'humidité qui se déplace simultanément vers le haut, en direction des racines, et vers le bas en direction de la nappe phréatique. Le sol devient une mèche. Un sol compacté et appauvri brise cette colonne. Les espaces poreux s'effondrent. La mèche cesse de fonctionner. L'humidité de surface s'évapore en 24 à 48 heures. Les racines ne peuvent pas chercher l'eau vers le bas car les canaux n'existent plus. Une étude de 2012 de l'Université d'État de Washington a mesuré les taux d'évaporation dans un sol nu par rapport à un sol recouvert de 3 pouces de paillis organique. Le sol nu a perdu 70% de son humidité de surface en 48 heures, sous des températures estivales. Le sol paillé a conservé 85% de cette même humidité sur la même période. 3 pouces. C'est la seule variable. Ajoutez maintenant l'archéologie. Des fouilles, à travers le désert du Negev dans le sud d'Israël, l'un des environnements les plus arides sur Terre, ont mis au jour un ancien système agricole datant d'environ 900 avant notre ère. On les appelait des fermes de ruissellement ou limans. Les agriculteurs taillaient des terrasses de pierre peu profondes dans les collines pour rediriger l'eau de pluie vers les zones plantées. Ils recouvraient les surfaces des champs de gravier et de débris organiques pour ralentir l'évaporation. Ils plantaient à la base des pentes où l'humidité souterraine s'accumulait naturellement. Les précipitations annuelles dans le centre du Negev sont en moyenne de 3 à 4 pouces par an. En utilisant ce système, les anciens agriculteurs produisaient du blé, de l'orge et du raisin, dans des conditions que l'agriculture moderne considérerait comme inexploitables, sans infrastructure d'irrigation. Ils n'avaient pas de système de goutte à goutte, ils n'avaient pas d'engrais synthétiques, ils avaient la gestion des sols. Les propres recherches de l'EPA sur le compostage confirment l'aspect biologique de cette équation. L'ajout de compost mûr à raison d'un seul pouce par saison de croissance augmente la matière organique du sol de 0,1 à 0,3% par an. Ce chiffre semble faible. Il ne l'est pas. Chaque augmentation de 1% de la matière organique du sol permet au sol de retenir 20 000 gallons d'eau supplémentaires par acre. Par acre. Les 400 pieds carrés de Daniel Hargrove lui ont coûté 2,14 $. 2 livres de compost mûr provenant d'un site municipal local, gratuit dans la plupart des comtés, et une balle de paillis de paille achetée dans un magasin d'alimentation animale. La paille à elle seule a recouvert toute sa plate-bande sur une épaisseur de 3 pouces. La science derrière ce qu'il a fait n'est pas nouvelle. Elle a été publiée dans des revues à comité de lecture. Elle a été exhumée des collines désertiques d'Israël. Elle a été écrite dans le Deutéronome. La seule chose qui est nouvelle, c'est que nous avons arrêté de le faire. Avant de dépenser un seul dollar, faites ce test dès maintenant. Allez à votre plate-bande. Prenez une poignée de terre végétale sèche. Serrez-la fermement dans votre paume pendant 5 secondes. Ouvrez votre main. Si la terre garde sa forme et s'effrite lentement lorsque vous appuyez dessus avec votre pouce, la structure de votre sol est intacte. Vous avez une stabilité des agrégats fonctionnels. Si elle se désagrège instantanément en une poudre lâche, la structure de vos pores s'est effondrée. L'eau ne peut pas être retenue. Les racines ne peuvent pas pénétrer en dessous de 4 à 6 pouces. Si elles restent en un bloc dur, semblable à une brique, et ne s'effritent pas du tout, votre sol est compacté. Les canaux capillaires sont fermés.
La biologie est supprimée. Notez ce que vous avez observé. Ce résultat vous indique exactement où se situe votre sol sur l'échelle de récupération et à quelle vitesse vous verrez les résultats de ce système. Faites maintenant le deuxième test. Enfoncez un crayon standard tout droit dans votre sol avec une pression modérée de la main. Un crayon, pas une pointe, pas un outil, juste un crayon. Dans un sol sain, il devrait pénétrer de 6 pouces sans résistance significative. Dans un sol compacté ou appauvri, il s'arrêtera à 2 ou 3 pouces. Cette résistance s'appelle la résistance à la pénétration du sol. Les racines subissent cette même résistance. Lorsqu'un crayon ne peut pas passer, l'extrémité d'une racine ne le peut pas non plus. Si votre crayon s'arrête avant 4 pouces, l'architecture de vos racines est étranglée sous terre. La croissance visible de votre plante au-dessus du sol ne vous dit rien de ce qui se passe en dessous. Maintenant, vous connaissez votre point de départ. Voici l'installation. Vous avez besoin de 3 matériaux. Du compost mûr, disponible gratuitement dans la plupart des sites de compostage municipaux, ou acheter un sac de 40 livres pour environ 6 à 8 dollars dans n'importe quel magasin d'alimentation animale ou de jardinage. Du paillis de paille, une balle standard couvre environ 100 pieds carrés sur une épaisseur de 3 pouces et coûte entre 5 et 9 dollars dans un magasin d'alimentation animale. De l'eau, suffisamment pour mouiller abondamment la plate-bande une fois lors de l'installation. C'est la liste complète des matériaux. Coût total pour une plate-bande de 100 pieds carrés, de 2 à 9 dollars selon que vous vous procurez votre compost gratuitement ou que vous l'achetez. Étape 1. Ne labourez pas. Ne brisez pas la surface. Le labour détruit les réseaux d'ifs fongiques qui commencent à se reconstruire même dans un sol appauvri. Laissez la surface telle qu'elle. Étape 2. Étalez du compost mûr sur toute la surface de la plate-bande sur une épaisseur d'exactement 1 pouce. 1 pouce, pas plus. Étalez-le uniformément avec un râteau ou avec vos mains. C'est votre couche d'activation biologique. Elle introduit des populations microbiennes directement à la surface du sol où commence la décomposition organique. Étape 3. Arrosez la couche de compost lentement et abondamment jusqu'à ce qu'elle soit uniformément humide. Pas saturée, humide. Cela active immédiatement la respiration microbienne. Vous réveillez une biologie qui était dormante. Étape 4. Posez le paillis de paille sur le compost sur une épaisseur de 3 pouces. Couvrez toute la surface de la plate-bande. Retirez la paille à 2 pouces de la base de toute tige de plante existante pour éviter l'accumulation d'humidité contre le collet. Étape 5. Arrosez à nouveau toute la plate-bande, lentement, au niveau du sol, pas par le haut, jusqu'à ce que l'humidité pénètre visiblement à travers le paillis et atteigne la couche de compost en dessous. L'installation est terminée. Voici à quoi vous attendre sur la chronologie. Dans les 24 heures, la température du sol en surface sous le paillis chutera de 8 à 12 degrés Fahrenheit par rapport à un sol nu. Le taux d'évaporation chute immédiatement. L'humidité s'est retenue à l'interface surface-compost. Dans les 7 jours, si vous soulevez un coin du paillis et examinez la couche de compost, vous verrez des fils fongiques, de fins filaments blancs, commencer à se répandre à la surface du compost. C'est le mycélium. C'est le premier signe visible d'activation biologique. La réparation de la structure du sol a commencé. Dans les 30 jours, répétez le test du crayon. Dans les applications de terrain documentées utilisant cette méthode, la résistance à la pénétration diminue de 30 à 50% en un seul mois. Les racines qui s'arrêtaient auparavant à 3 pouces commenceront à atteindre 6 à 8 pouces. La rétention d'eau en profondeur augmentera de manière mesurable. Vos plantes le montreront au-dessus du sol. Une couleur plus profonde, des tiges plus fermes, un flétrissement réduit pendant la chaleur de l'après-midi. Le sol n'est pas forcé. Il est restauré dans l'état qu'il a été conçu pour maintenir. Ce que Daniel Hargrove a installé à Lubbock n'est pas une technique unique. C'est un système à 3 niveaux. Chaque niveau fonctionne indépendamment. Ensemble, ils créent un cycle qui se renforce de lui-même et que les intrants synthétiques modernes ne peuvent pas reproduire. Niveau 1. Mécanisme de l'eau souterraine. Le premier niveau fonctionne sous la surface. Il est invisible. La plupart des jardiniers n'y pensent jamais. C'est le plus important des 3. Un sol sain retient l'eau en profondeur, entre 6 et 18 pouces sous la surface, dans ce que les pédologues appellent la frange capillaire.
C'est la zone où l'eau est retenue contre la gravité par les propriétés adhésives et cohésives des molécules d'eau qui se lient aux particules de sol. Les racines dans cette zone n'ont pas besoin d'être arrosées par le haut. Elles puisent l'humidité latéralement et vers le haut à travers la colonne capillaire. Lorsque vous appliquez du compost à la surface, l'activité microbienne commence à décomposer la matière organique et à libérer des acides humiques. Les acides humiques se lient aux particules minérales du sol et créent des agrégats, des amas de particules avec des espaces poreux entre eux. Ces espaces poreux rouvrent les canaux capillaires que le compactage avait fermés. La mesure qui compte, chaque augmentation de 1% de la matière organique du sol, réalisable en une seule saison de croissance en utilisant cette méthode, augmente la capacité de rétention d'eau du sol d'environ 20 000 gallons par acre, soit environ un demi-gallon par pied carré. Pour une plate-bande de 400 pieds carrés comme celle de Daniel, cela se traduit par 200 gallons d'eau supplémentaires, stockés passivement dans le profil du sol. 200 gallons, retenus sans réservoir, sans cuve, sans infrastructure. Chronologie, la restauration des canaux capillaires commence dans les 7 jours suivant l'application du compost. Une amélioration mesurable de la rétention d'humidité souterraine est détectable dans les 30 jours. Le développement complet de la frange capillaire dans un sol gravement appauvri prend une saison de croissance complète, environ 90 à 120 jours. Résultat, les racines cessent de chercher l'humidité de surface. Elles poussent vers le bas. Une plante avec des racines à 12 pouces survit à une sécheresse de 2 semaines qui tue une plante avec des racines à 3 pouces. Vous arrosez moins. La plante produit plus. Niveau 2, couverture de surface. Le deuxième niveau fonctionne à la surface. C'est le plus simple. C'est celui qui coûte le moins cher. Il produit le résultat mesurable le plus immédiat. 3 pouces de paillis de paille placés à la surface du sol font 4 choses simultanément. Ils empêchent le rayonnement solaire direct de chauffer et d'assécher le sol. Ils empêchent physiquement le vent d'emporter l'humidité de surface. Ils créent un microclimat humide à l'interface sol-paillis où se concentrent les populations microbiennes et fongiques. Et ils se décomposent lentement de la couche inférieure vers le bas, alimentant continuellement en matière organique la couche de compost située en dessous. L'étude de l'Université d'État de Washington, mentionnée précédemment, a mesuré cela avec précision. 3 pouces de paillis organique ont réduit l'évaporation de surface de 70% par rapport à un sol nu. Cette seule variable prolonge la période d'humidité effective après une pluie ou une irrigation de 24 à 48 heures, dans un sol nu à 6 à 8 jours sous paillis. 6 à 8 jours contre 1 à 2 jours. À partir de 3 pouces de paille. La mesure. Maintenez l'épaisseur du paillis à 3 pouces constants tout au long de la saison. À mesure que la couche inférieure se décompose, ce qu'elle fera visiblement dans les 30 à 45 jours, ajoutez une fine couche fraîche sur le dessus pour restaurer l'épaisseur. Cette décomposition n'est pas une perte. C'est le système qui se nourrit lui-même. La couche inférieure en décomposition devient le compost de la saison suivante. Chronologie, la réduction de l'évaporation commence dans les heures qui suivent l'installation. La stabilisation de la température du sol, une réduction de 8 à 12 degrés Fahrenheit de la température de surface maximale, est mesurable dans les 24 heures. L'établissement du microclimat à l'interface sol-paillis se produit dans les 3 à 5 jours. Résultat, la fréquence d'arrosage est réduite de moitié dans la plupart des climats. Dans les climats arides comme celui de Lubbock, au Texas, elle peut être réduite de 60 à 70%. Le niveau de surface ne se contente pas de conserver l'eau. Il modifie l'environnement thermique du sol de manière à prolonger directement l'activité microbienne pendant les mois les plus chauds de l'été. Niveau 3, activation de la biologie du sol. Le troisième niveau est celui qui rend le système permanent plutôt que temporaire. Sans lui, les 2 premiers niveaux produiront des résultats qui stagneront et finiront par s'inverser. Avec lui, le sol s'améliore chaque saison sans apport supplémentaire. L'activation de la biologie du sol signifie l'établissement et l'alimentation des populations microbiennes et fongiques qui effectuent le véritable travail de construction du sol. Les bactéries décomposent la matière organique et libèrent de l'azote assimilable par les plantes. Les champignons mycorhiziens étendent la portée des racines par des facteurs de 10 à 100 fois, accédant à l'eau et au phosphore que les racines seules ne peuvent pas atteindre. Les protozoaires consomment des bactéries
et excrètent de l'azote sous une forme assimilable par les plantes directement au niveau de la zone racinaire. Ce n'est pas un supplément, c'est le principal système d'apport de nutriments avec lequel le sol a été conçu pour fonctionner. La méthode d'activation est précise. Le compost mûr, pas le fumier brut, pas l'engrais synthétique, introduit le spectre le plus large de populations microbiennes dans le profil du sol. Un pouce de compost mûr contient environ 600 millions de cellules bactériennes par gramme. Appliqué sur la surface d'une plate-bande et maintenu humide par la couche de paillis au-dessus, ces populations se multiplient rapidement en présence de sources de nourriture organique et d'une température stable. La mesure. La biologie du sol atteint une densité fonctionnelle. Une population microbienne suffisante pour commencer à améliorer de manière mesurable la structure du sol. Dans les 14 à 21 jours, suivant l'application du compost à des températures modérées supérieures à 50 degrés Fahrenheit. Au pic de l'activité biologique, une seule cuillère à café de sol activé sain contient plus d'organismes vivants qu'il n'y a d'habitants sur Terre. Chronologie, activation microbienne initiale dans les 48 à 72 heures suivant l'application de compost humide. Colonisation fongique visible, fils mycélien blanc sous la couche de paillis dans les 7 à 10 jours. Augmentation mesurable de l'azote dans la zone racinaire dans les 21 à 30 jours. Établissement complet de la communauté biologique en une saison de croissance. Résultat, le sol se nourrit lui-même. La matière organique provenant de la décomposition du paillis devient de la nourriture pour les bactéries. Les bactéries nourrissent les protozoaires. Les protozoaires excrètent de l'azote. Les champignons étendent l'accès des racines au phosphore et à l'eau. Les populations de vers de terre augmentent. Chaque ver de terre traite environ 1 livre de terre par jour, produisant des turicules qui contiennent 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium que le sol environnant. Les 3 niveaux ne fonctionnent pas en séquence. Ils fonctionnent simultanément. Le niveau 1 construit la colonne d'eau. Le niveau 2 protège la surface. Le niveau 3 fait fonctionner la biologie qui construit et maintient les deux. C'est le système que les agriculteurs du Negev utilisaient. C'est le système qui a produit des récoltes avec 3 pouces de précipitation annuelle. C'est ce que 3000 ans d'écritures agricoles décrivaient lorsqu'elles disaient de cultiver la terre vivante. Il existe une habitude d'arrosage qui est plus destructrice pour l'architecture du sol que la sécheresse, le compactage ou les engrais chimiques réunis. C'est la pratique d'arrosage la plus courante dans le jardin moderne. Presque tous les jardiniers le font sans connaître les dégâts que cela cause. L'arrosage superficiel par aspersion, quotidiennement, au tuyau ou à l'arroseur, appliqué pendant 5 à 10 minutes à la surface. Cela ressemble à du jardinage responsable. La surface du sol est humide, les plantes ont l'air hydratées, le jardinier se sent productif, mais sous la surface, quelque chose est systématiquement détruit. Voici le mécanisme. Lorsque l'eau est appliquée quotidiennement à faible profondeur, en ne mouillant que les 1 à 2 premiers pouces du sol, les racines la suivent. Ce n'est pas une métaphore. L'architecture des racines a une plasticité directionnelle. Les racines poussent vers les gradients d'humidité. Si l'humidité n'est constamment disponible qu'à la surface, les racines se concentrent à la surface. Elles cessent de pousser vers le bas. Les canaux capillaires profonds, construits par le niveau 1, deviennent inutiles car aucune racine ne les atteint. Une plante avec un système racinaire superficiel est structurellement dépendante du jardinier. Elle ne peut pas accéder aux réserves d'humidité souterraines. Elle ne peut pas survivre plus de 48 à 72 heures sans arrosage en surface. Elle devient, au sens le plus littéral, accro aux tuyaux d'arrosage. Une étude de 2008 publiée dans la revue Earth Science a mesuré la distribution de la profondeur des racines chez des plants de tomates soumis à 2 régimes d'irrigation. Les plantes arrosées quotidiennement à faible profondeur ont développé 78% de leur masse racinaire dans les 3 premiers pouces de sol. Les plantes arrosées en profondeur et peu fréquemment, tous les 4 à 5 jours, en pénétrant jusqu'à 8 à 10 pouces, ont développé 65% de leur masse racinaire en dessous de 6 pouces. Ces plantes à racines profondes ont produit 23% de fruits en plus au cours de la saison et ont montré des taux de survie significativement plus élevés lors d'une période de sécheresse simulée de 10 jours. Même plante, même sol, même climat, comportement d'arrosage différent, 23% de différence de rendement.
Les dommages physiques ne s'arrêtent pas à l'architecture des racines. L'arrosage superficiel quotidien par aspersion crée un deuxième problème à la surface du sol. Les gouttelettes d'eau tombant d'en haut frappent la surface du sol avec suffisamment de force pour briser les agrégats du sol que l'activité microbienne s'est efforcée de construire. C'est ce qu'on appelle la destruction des agrégats par l'impact des gouttes de pluie ou dans la littérature scientifique, la battance. Les agrégats brisés scellent les pores de surface. L'infiltration de l'eau ralentit, le sol forme une croûte, le ruissellement augmente. Chaque jour d'arrosage superficiel par aspersion démantèle la même structure d'agrégat que le système à 3 niveaux met des semaines à construire. Le troisième problème est fongique. Les champignons mycorhiziens, les réseaux qui forment le niveau 3 du système biblique, nécessitent une humidité stable et constante en profondeur. Ils ne tolèrent pas les cycles répétés de mouillage et de séchage à la surface. Un arrosage quotidien en surface, suivi d'une évaporation rapide en surface, crée exactement ces cycles. Les filaments hyphofongiques sont fragiles. Ils se rompent sous le stress répété de retrait-gonflement dans la couche supérieure du sol. Le réseau s'effondre. L'extension des racines s'effondre avec lui. Proverbe 21.5 déclare « Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » L'arrosage quotidien en surface donne l'impression d'être diligent. C'est de la précipitation. C'est l'apparence du soin sans le mécanisme du soin. La correction est simple et ne coûte rien. Arroser en profondeur et peu fréquemment. Appliquer l'eau lentement, au niveau du sol et non par aspersion, jusqu'à ce que l'humidité pénètre à une profondeur de 8 à 10 pouces. Ensuite, n'arrosez plus jusqu'à ce que les 2 premiers pouces du sol soient des secs. Dans une plate-bande correctement paillée utilisant le système à 3 niveaux, cet intervalle sera de 4 à 7 jours dans la plupart des climats. Dans les environnements arides, cela peut être tous les 3 à 4 jours. Dans les climats plus frais et humides, cela peut s'étendre à 10 jours ou plus. Chaque arrosage en profondeur pousse l'humidité vers la frange capillaire où les racines sont entraînées à aller. Chaque intervalle sec à la surface force les racines vers le bas, à la recherche de l'humidité retenue en profondeur. Le système racinaire s'approfondit à chaque cycle. Après 30 jours d'arrosage profond et peu fréquent, combiné au système de surface à 3 niveaux, le test du crayon montrera une résistance considérablement réduite. Les racines qui étaient bloquées à 3 pouces se trouveront à 8, 10, parfois 12 pouces de profondeur. La plante ne dépend plus du jardinier pour sa survie quotidienne. Elle est devenue ce que la conception biblique prévoyait qu'elle soit, un système à racines profondes, puisant dans une réserve souterraine stable. Ce n'est pas une amélioration mineure, c'est une transformation structurelle, et cela commence le jour où vous arrêtez de faire ce qu'on vous a appris à faire. Mettons des chiffres exacts sur les 2 systèmes. Pas des estimations, pas des fourchettes. Des chiffres réels qu'un jardinier, gérant une plate-bande de 400 pieds carrés, rencontrera au cours d'une seule saison de croissance. Le système synthétique moderne d'abord. Une application d'engrais de démarrage standard, granulé NPK 10-10-10, l'un des produits les plus vendus dans les jardineries américaines, coûte environ 18 $ à 22 $ pour un sac de 20 livres. Une plate-bande de 400 pieds carrés nécessite environ 4 livres par application. La fréquence d'application recommandée est toutes les 4 à 6 semaines pendant la saison de croissance. Dans une saison de croissance standard de 5 mois, cela représente 4 à 5 applications. Coût total de l'engrais, 36 $ à 55 $ par saison. Cet engrais ne répare pas le sol. Il nourrit la plante directement, en contournant entièrement la biologie du sol. Le sol reste structurellement appauvri. La biologie reste supprimée. La saison suivante nécessite les mêmes intrants au même coût. Ajoutez un système d'irrigation standard. Un kit de ligne goutte à goutte de base pour une plate-bande de 400 pieds carrés coûte de 45 $ à 85 $ installé. Minuterie et régulateur de pression, 25 $ à 40 $. Remplacement annuel des goutteurs et des connecteurs en raison de l'accumulation de minéraux et de la dégradation par les UV, 15 $ à 25 $ par an. Coût d'installation de l'irrigation la première année, 85 $ à 150 $. Ajoutez la consommation d'eau. L'arrosage superficiel quotidien d'une plate-bande de 400 pieds carrés, à raison de 5 à 10 minutes par cycle, utilise environ 30 à 50 gallons par jour.
Sur une saison de croissance de 150 jours, cela représente 4 500 à 7 500 gallons. Au tarif résidentiel moyen de l'eau aux États-Unis de 0,06 dollars par gallon, cela représente 27 dollars à 45 dollars de frais d'eau par saison. Ajoutez un budget standard pour les pesticides et les fongicides. Les plantes nourries aux engrais synthétiques avec des systèmes racinaires superficiels montrent une susceptibilité mesurablement plus élevée à la pression des ravageurs et aux maladies. Un budget de gestion des ravageurs prudent pour une plate-bande de 400 pieds carrés gérée de manière conventionnelle s'élève à 20 dollars à 40 dollars par saison en pulvérisation de contact et traitement systémique. Coût total de la première année du système synthétique moderne, 168 dollars à 290 dollars. Coût annuel récurrent total à partir de la deuxième année, 83 dollars à 140 dollars par saison. Chaque saison, sans aucune amélioration de l'état sous-jacent du sol. Maintenant, le système biblique. Coût des matériaux de la première année pour une plate-bande de 400 pieds carrés. Compost fini, obtenu gratuitement auprès d'une installation de compostage municipal, 0 dollars. S'il est acheté, un sac de 40 livres couvre environ 40 pieds carrés sur un pouce de profondeur, donc 10 sacs à 6 dollars à 8 dollars chacun, 60 dollars à 80 dollars. Une balle de paillis de paille couvre 100 pieds carrés sur 3 pouces de profondeur, donc 4 balles à 5 dollars à 9 dollars chacune, 20 dollars à 36 dollars. Coût total de la première année avec du compost gratuit, 20 dollars à 36 dollars. Coût total de la première année avec du compost acheté, 80 dollars à 116 dollars. Daniel Hargrove a obtenu son compost gratuitement. Sa plate-bande de 400 pieds carrés a coûté 2,14 dollars. Une balle de paille achetée dans un magasin d'alimentation locale, avec de la monnaie en retour. Consommation d'eau sous le système à 3 niveaux, avec un arrosage profond et peu fréquent. Environ 15 à 20 gallons par arrosage, tous les 4 à 7 jours. Sur une saison de 150 jours, cela représente 22 à 37 arrosages, totalisant 330 à 740 gallons. Au même tarif résidentiel de l'eau, cela représente 2 dollars à 4,50 dollars de frais d'eau par saison. Comparez cela aux 27 dollars à 45 dollars du système conventionnel. Le système biblique utilise 85 à 90% d'eau en moins et coûte moins de 5 dollars à irriguer pour une saison entière. Les coûts de la deuxième année du système biblique baissent encore. La couche de paillis de la première année s'est partiellement décomposée dans la couche de compost en dessous, nourrissant le système de l'intérieur. Une seule application de rafraîchissement de compost d'un demi-pouce de profondeur et 1 ou 2 balles de paillis de paille fraîche suffisent. Coût des matériaux de la deuxième année, 10 dollars à 25 dollars. Coût de l'eau, 2 dollars à 450 dollars. Dès la troisième année, un système de sol biblique pleinement établi est largement autosuffisant. La communauté biologique traite la matière organique en continu. Les populations de vers de terre ont augmenté de manière mesurable. La structure du sol s'est reconstruite sur une profondeur de 12 à 18 pouces. La rétention d'eau capillaire fonctionne à pleine capacité. Le sol boit, comme le décrit le Deutéronome. Coût d'entretien annuel à partir de la troisième année, 8 dollars à 20 dollars pour le rafraîchissement du paillis de paille. Coût de l'eau, moins de 5 dollars. Coût de l'engrais, 0 dollars. Coût des pesticides, considérablement réduit car la fonction immunitaire de la plante, qui est directement liée à la colonisation par les champignons mycorhiziens, se renforce à chaque saison. Le système synthétique coûte plus cher chaque année et ne produit aucune amélioration de l'actif sous-jacent. Le sol reste aussi appauvri la cinquième année qu'il l'était la première année. Le jardinier loue la fertilité d'un sac. Le système biblique coûte moins cher chaque année et produit une amélioration cumulative de l'actif sous-jacent. Le sol de la cinquième année est catégoriquement plus productif que le sol de la première année. Le jardinier construit quelque chose. Ce n'est pas une préférence de jardinage. C'est une décision financière. Un système vous facture annuellement pour des résultats qui disparaissent au moment où vous arrêtez de payer. L'autre système construit une infrastructure permanente dans le sol sous vos pieds, une infrastructure qui a été décrite dans les Écritures, confirmée par la science du sol et démontrée dans les fermes du désert de l'ancien Negev. L'investissement de 2 dollars que Daniel Hargrove a fait à Lubbock n'a pas seulement ravivé son sol,
Il a déclenché un processus cumulatif qui rendra sa terre plus productive chaque année pour le reste de sa vie. C'est ce que signifie réellement travailler la terre vivante. Le psaume 104, 14 déclare: Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin de tirer la nourriture de la terre. Pas d'un sac, pas d'une usine, de la terre. Ce verset n'est pas une déclaration de réconfort, c'est une spécification de conception. La terre a été construite pour produire. La machinerie biologique était déjà installée. Les canaux capillaires, les réseaux fongiques, les populations microbiennes, la structure des agrégats. Tout cela a été placé dans le sol avant même que le premier agriculteur ne le touche. Ce que nous avons passé les 70 dernières années à faire, c'est démanteler cette machinerie, un intrant synthétique à la fois. Échanger un système permanent contre un système temporaire. Payer annuellement pour quelque chose qui était déjà gratuit. Verser des produits chimiques dans une terre qui a été conçue pour se nourrir elle-même. Daniel Hargrove n'a rien découvert de nouveau à Lubbock, au Texas. Il a retrouvé quelque chose d'ancien. Il a arrêté d'ajouter et a commencé à restaurer. Il a dépensé 2,14 $ et a pris du recul. La terre a fait le reste. C'est la phrase la plus importante de toute cette vidéo. Il a pris du recul. Et la terre a fait le reste. La culture du jardinage moderne vous dit que plus d'intrants équivaut à plus de rendement, plus d'engrais, plus d'eau, plus d'intervention, plus de produits. La conception biblique fonctionne sur le principe opposé. Construisez le système correctement une fois, protégez-le, nourrissez sa biologie. Ensuite, réduisez votre intervention chaque saison à mesure que la terre devient plus capable de subvenir à ses propres besoins. Dès la 3e année du système à 3 niveaux, la plupart des jardiniers signalent qu'ils arrosent 2 fois moins souvent qu'auparavant. La pression des ravageurs diminue, l'incidence des maladies chute, le rendement par pied carré augmente. Non pas parce qu'ils ont ajouté plus, mais parce qu'ils ont arrêté de soustraire ce que le sol était déjà capable de faire. Le sol sous vos pieds en ce moment, peu importe à quel point il semble appauvri, compacté ou chimiquement perturbé, contient une biologie dormante qui attend les conditions lui permettant de s'activer. Les spores fongiques sont là. Les populations bactériennes sont supprimées mais présentes. Le substrat minéral est intact. Le système n'est pas mort, il attend. 3 pouces de paille, 1 pouce de compost, de l'eau en profondeur appliquée lentement, puis de la patience. C'est tout le protocole. Cela coûte moins cher qu'un repas de restauration rapide. Cela a été écrit 3000 ans avant la fabrication du premier sac d'engrais synthétique. Et cela fonctionne de manière mesurable, constante et permanente. D'une façon qu'aucun produit sur l'étagère d'une jardinerie n'a jamais reproduite. La terre a été conçue pour produire de la nourriture à partir d'elle-même. Votre seul travail est d'arrêter d'interférer avec ce processus et de commencer à le soutenir. Si ce système a du sens pour vous, si la biologie, les écritures et les résultats sur le terrain s'alignent avec ce que vous avez observé dans votre propre jardin, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo ici applique le même cadre. Des principes de conception anciens validés par la science moderne, traduits en mesures exactes et en étapes pratiques que vous pouvez exécuter aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et indiquez-moi votre type de sol et votre emplacement. Argile, sable, limon, terre franche. Désertique, humide, tempéré, côtier. La communauté ici vous aidera à adapter le système à 3 niveaux à vos conditions spécifiques. Chaque sol réagit. Le délai varie. Le résultat, non. Et si vous connaissez un autre jardinier qui dépense 100 $, 150 $, 200 $ par saison en intrants synthétiques, qui dégrade son sol année après année, partagez cette vidéo avec lui. Pas pour vous disputer, pas pour convaincre, juste pour lui montrer les chiffres et laisser la science parler. La Terre a été construite pour soutenir la vie. Elle sait toujours comment faire. Donnez-lui les conditions pour s'en souvenir.